Merci Georges Farjas pour l'accueil, pour ce mot d'ouverture. Merci à vous d'être aussi nombreux, fidèles à ces rendez-vous. Alors moi je suis ravi d'être là avec un autre de mes auteurs, si je puis dire les choses ainsi, Laurence Bouvet, pour un livre qui, comme celui de Dominique Sampiero il y a 15 jours, vient de sortir. Donc c'est ici même que nous faisons la première rencontre autour de ce livre. Hein. C'est la première prise de parole publique. Donc on peut dire le lancement du livre se fait ici, comme c'était le cas pour Dominique Sampiero. Et c'est avec lui que je vais démarrer cette rencontre. Je vais reprendre ces phrases qui étaient revenues presque comme une litanie, comme une obsession lors de la dernière rencontre. Il faut quelqu'un pour mourir et quelqu'un pour regarder mourir. Deux présences au bord du monde, une fleur, un vase, un regard pour celui qui part, un regard pour celui qui veille, ce don des larmes retenues, tissées dès le premier souffle entre la mère et l'enfant, laisse fléchir le monde doucement dans sa sagesse. C'est les mots par lesquels Dominique avait ouvert la deuxième conférence sur ce cycle consacré à l'écriture de l'intime. Lors de la première rencontre consacrée à Hélène Cadou et Frédéric Jacquetemps, nous avions, je crois, bien perçu le fait que l'intime est un chemin dans l'espace et dans le temps. Pour Hélène Cadou, c'était véritablement un chemin dans le temps, puisqu'il s'agissait de redonner à l'homme qu'elle avait perdu cette part de jour assez vive pour l'obliger à vivre encore, comme elle le disait, comme elle le dit dans l'un de ses poèmes, chemin d'amont en quelque sorte, qui consistait à retourner finalement dans un pays lointain, le pays de la mémoire. Pour Frédéric Jacquetemps, le chemin ou les chemins parcouraient l'espace, puisque ce grand voyageur, compagnon de route de Laurence Durel, de Blaise Cendrars, d'Henri Miller, j'avais même dit le plus américain de nos écrivains français, a parcouru le monde et a ramené de ses voyages autour du monde des carnets de route qui sont des carnets de l'intime. Et Frédéric m'avait fait cette remarque, tu vas à Nantes parler de l'écriture de l'intime à mon propos, c'est formidable parce que c'est ce que j'ai recherché partout dans le monde. Avec Dominique Sampiero, l'intime était d'une autre teneur. Évidemment, il y avait cette double thématique de la nuit et de la mort, deux peurs qu'il s'agissait d'exorciser, deux peurs réunies dans un même livre avec des écritures très dissemblables. D'un côté, la prose pour parler de la mort, de l'autre, de brefs fragments poétiques pour parler de la nuit, mais deux peurs qu'il s'agissait de conjurer, mais aussi deux mystères qu'il s'agissait de sonder, d'appréhender. Et je crois qu'on pourrait résumer au fond le propos de Dominique Sampiero d'il y a 15 jours par une expression, une formule j'ai trouvé absolument très heureuse et on en a reparlé ensuite dans le train du retour. Il avait à un moment donné parlé du pays de ma chaise. J'ai trouvé cette expression formidable. Et d'ailleurs, je lui disais dans le train, si tu n'en fais pas vite un titre de livre, je risque de te le prendre et je pense que d'autres auront envie de le faire aussi. Mais le pays de ma chaise, c'était cela l'intime, c'est-à-dire cette intimité qui naît dans le rapport à la page écrite. Qu'est-ce que c'est que cette activité qui consiste à se mettre toujours dans ce même lieu qu'est la chaise de travail, face à son bureau, son ordinateur, pour écrire et faire advenir des choses qui ne sont pas encore. Donc c'est cette réalité-là que Dominique Sampiero nous avait aidé à appréhender. Alors avec Laurence Bouvet, nous allons faire un pas de plus. Nous allons retrouver ces territoires, mais nous allons aussi aller, je pense, vers d'autres espaces. Quelques mots pour te présenter, Laurence. Tu es née en 1966. Alors je sais qu'en général, on ne dit pas la date de naissance des dames, mais c'est jeune. Mais oui, parce que nous vivons dans une société où nous découvrons les poètes, sinon après leur disparition, parfois simplement quand ils sont octogénaires. Donc voilà. Donc tu es née à Saint-Mandé.
dans le Val-de-Marne, et donc c'est là que se déroule ton enfance. Après des études, tu disais que cet amphithéâtre te rappelait l'université Paris 5, université de médecine, voilà, dans laquelle tu as fait tes études, des études qui t'ont conduit à devenir psychanalyste, psychologue clinicienne, voilà. Travaillant à la fois en libéral et, tu nous en diras peut-être un mot, en milieu institutionnel, hospitalier ou autre. Voilà. Et par ailleurs, évidemment, l'écriture. L'écriture et la psychanalyse, ce sont deux territoires différents, connexes. On sait que dans l'histoire de la littérature, ils ont entretenu depuis plus d'un siècle des liens extrêmement riches. Mais oublions cela simplement pour se projeter vers l'horizon d'autrui. L'un et l'autre n'ont de sens, ces deux activités n'ont de sens que dans la relation qui s'instaure avec un lecteur ou avec un patient. Enfin, la relation humaine est dans les deux cas prépondérante. Et le livre que tu viens présenter aujourd'hui, c'est aussi un livre qui est entièrement consacré à la relation à l'autre. Cet autre qui n'est autre que ta propre mère. Et le livre s'intitule non pas Comme si demain, comme cela figure dans l'intitulé de la conférence, Comme si dormir. Le titre, c'est Comme si dormir. Je l'ai vu assez tôt, cette petite coquille, et je n'ai rien dit parce que j'ai trouvé que c'était porteur de signification. Comme si demain. Je sais que forcément, le langage, c'est quelque chose qui t'intéresse et que ça ne peut faire que sens à tes yeux. Mais avant de parler de ce recueil, à la tonalité très particulière, j'aimerais que peut-être tu prennes quelques minutes pour te présenter et dire voilà, quel est ton parcours, et peut-être aussi que tu nous expliques comment l'écriture est venue, que l'on remonte un peu à la source de cette activité créatrice. Ah oui, donc je n'ai pas besoin de micro, il faut s'habituer. Oui, pour me présenter, effectivement, donc comme vous le rappeliez, je suis de formation psychologue clinicienne, mais en exercice, donc en institution, dans un centre médico-psychopédagogique, le CMPP Claude Bernard. Donc je travaille auprès d'enfants, d'adolescents et puis d'étudiants aussi, puisque c'est un centre qui est aussi qui fait fonction de bureau d'aide psychologique universitaire, voilà. Et puis par ailleurs je travaille dans un hôpital de jour pour enfants collégiens, enfin qui suivent en même temps que leur hospitalisation une scolarité. Donc des jeunes très en difficulté avec des troubles de la personnalité voilà, assez marqués. Et cette formation, oui, alors j'étais plutôt, enfin au départ j'étais plutôt littéraire, et puis j'ai découvert la psychanalyse comme un peu tout le monde, je crois, en classe de terminale, en philosophie, et puis je me suis dit ah oui, la psychanalyse, la psychologie des profondeurs m'intéresse, et puis j'hésitais entre philosophie et psychologie, et finalement je me suis orientée vers la psychologie, mais au moment où je commençais enfin mes études de psychologie qui sont assez scientifiques en fait, j'emmenais avec moi mon bagage enfin littéraire, et puis ma pente, enfin ma passion pour la littérature, le langage, les mots, et c'est en même temps que j'ai commencé à écrire quelques poèmes. J'avais 18 ans. Et puis de la poésie assez lyrique, comme une poésie d'adolescence, et puis qui m'a accompagnée tout au long de mes études
jusqu'à un jour rassembler tous ces fragments accumulés tout au long de ces années pour publier un premier recueil dans une maison d'édition associative, c'était un groupe d'amis du Val-de-Marne, et donc j'ai publié là mon premier recueil intitulé Mélancoliacie. Alors Mélancolia parce que je voulais ajouter à ce titre mélancolique et peut-être un peu noir, un peu de musique. On peut parler de ce qui est triste, enfin, de la mélancolie, de la douleur, du chagrin, de la mort, de la perte de quelqu'un sans forcément tomber dans le pathos. Il y a la douleur, mais il y a l'émotion, les bons souvenirs, la joie partagée, les rêves. Enfin, il n'y a pas que la tristesse. Donc Mélancoliacie, j'ajoutais une note à la mélancolie que ce recueil était censé aborder, pour ensuite publié donc c'était chez les éditions Hélice, et puis ensuite je me suis dirigée vers la maison d'édition de l'Harmattan pour un titre pour donc le recueil intitulé Traversée obligatoire. Alors quand j'en avais discuté autour de moi, on me disait obligatoire, c'est peut-être un peu dur, un peu la traversée, c'est plus joli, c'est plus léger, mais parce que ça correspondait déjà en fait à un souci que j'avais et que j'ai toujours concernant l'écriture elle-même. Et le travail sur la forme. Et je voulais dire par traversée obligatoire, d'abord la traversée que l'on peut faire dans sa vie d'un certain moment certaines périodes de solitude. Donc c'est une traversée, elle est parfois obligatoire, mais surtout est nécessaire. Mais surtout, c'était pour dire que le poème est l'occasion d'une rencontre entre donc le poète et le lecteur, et que chacun doit s'avancer vers l'autre, faire la moitié du chemin, et que c'est alors que la rencontre peut se produire. C'est-à-dire que particulièrement pour celui-ci, pour traversée obligatoire, le sens n'est pas donné d'emblée, n'est pas évident. Il faut s'arrêter un peu sur chaque poème pour y chercher le sens. On pourrait peut-être parler d'un certain hermétisme, enfin. Et voilà, donc c'était pour dire au fond, cette position, ce projet concernant l'écriture et la forme. Et puis, donc j'étais en quelque sorte, j'étais partie pour un certain dépouillement, une certaine simplicité dans une épure, en essayant d'extraire, et je pense que la poésie est du côté de cet essentiel et de cette essence, extraire la substance de ce qui fait sens pour soi, et puis que l'on peut retransmettre. Ensuite, on arrive à l'année 2010. Oui, voilà. Où paraît un recueil au titre assez surprenant, Unité 14. Oui, voilà. Et c'est je crois que c'est le 2010 ou 2009. Non, alors, oui, c'est ça. Unité 14, 2010. Je perds un peu le 2010. Je pense, alors, Unité 14, c'est un texte consacré à la folie, à l'internement, et en particulier à une figure que tous connaissent, Camille Claudel. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, souvent, je me suis rendu compte qu'un recueil pouvait naître d'une sorte de colère, d'une indignation, et puis au-delà d'une transgression, pour peu que la forme
que l'on utilise la forme et le style pour ça. Mais oui, alors concernant Camille Claudel, c'était moi concernée enfin par la psychologie des profondeurs. J'ai toujours été touchée par l'histoire de la psychiatrie elle-même. Ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et j'ai lu, bien sûr, il y a eu le film avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu qui a fait connaître vraiment, je veux dire, au grand public cette histoire terrible, alors de sa vie, de son œuvre. Un peu moins de son internement, bien sûr, elle a été internée quand même pendant 30 ans, ce qui serait considéré aujourd'hui enfin comme un internement évidemment abusif, et du côté de comment lutter contre l'oubli, je pense qu'on doit à nos fous aussi un devoir de mémoire. Parce qu'on connaît les conditions d'internement dans ces années-là, dans les années 40, c'était la guerre, c'était la famine, donc les fous mouraient de faim dans les institutions, c'était avant les neuroleptiques, donc avant ces médicaments qui calment, enfin qui apaisent et les angoisses et les délires, donc des individus laissés à une très grande détresse, à une très grande souffrance, et puis donc j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la correspondance de Camille Claudel, en cherchant dans ses lettres un peu le parcours, ce qu'elle avait pu dire de son internement. Et puis je me suis mise en quelque sorte à sa place, dans une sorte de confusion un peu. C'est aussi un livre dans lequel tu t'adresses à elle. Oui, tout à fait, oui. Et je m'adresse à elle tout en me mettant à sa place et en considérant, si Camille Claudel avait pu dire, si elle avait eu la parole. Oui. Et tu t'adresses aussi à elle, à la deuxième personne, mais avec la forme de politesse, me semble-t-il, en disant vous, de sorte que assez rapidement ce vous prend une dimension collective. Et que, me semble-t-il, Camille Claudel est porte-parole d'une communauté humaine retranchée, exilée. Enfin. Oui. Et pour essayer de rendre compte du vécu de l'enfermement. Donc en m'identifiant, c'est plus du côté de l'expérience, je dirais, personnelle et affective, émotionnelle, une participation émotionnelle à son destin, qu'une théorie sur. C'est aussi ce recueil un point où se rejoignent tes deux activités, bien sûr, de psychologue clinicienne et de poète. Je me propose de lire quelques passages de ce texte qui est très beau. D'abord le poème d'ouverture. Les blouses blanches passent à heure fixe, les bienveillantes et cette porte au bout du couloir qui ne cesse de battre. Le rythme mitral des allées et venues, trotteuses du temps humain, les pendules ont pris le pli de l'étrangeté. Il est 11 heures pour toujours, à leur cadran fissuré. Puis, un peu plus loin, 3 courts poèmes que j'aime beaucoup. Vivre même, participer de la joie au son ralenti de la cloche ne serait pas parjure au prétoire des éclaireurs. Vous brûliez dans l'âtre plié de rien, de ce qui tombe, loin déjà dans le serment des pierres. La tentation serait d'éteindre le jour, de clôturer ce champ d'herbes folles, mais l'entrave brisée déploie les hasards vers de plus vastes moissons. Voilà. Et donc on est déjà c'était déjà une sorte de chemin vers l'intime, parce que c'est oui, on a bien entendu dans l'évocation que tu viens de faire de ton parcours de poète au fil de ces 3 livres que au fond tu explores, tu es dans cette poétique de l'intime. D'abord avec le premier recueil, on a entendu qu'il s'agissait de poèmes de jeunesse, épars mais rassemblés, à laquelle
auquel le poème donne une forme et une continuité, le recueil donne une forme et une continuité, mais ce sont au fond les aspirations, les désirs, les rêves d'une adolescente ou d'une jeune femme, avec traversée obligatoire, c'est l'épreuve de la solitude et de ses bas-fonds, est-ce qu'on peut dire les choses ainsi ? Oui. Et de ses fonds de cale parfois. Et puis, avec bien sûr Unité 14, nous entrons dans l'univers de la psychiatrie, donc de la folie, qui est à la fois enfermement et en même temps jaillissement, ouverture aussi. Voilà, donc trois explorations différentes pour une même poétique de l'intime. Est-ce qu'on peut dire les choses ainsi ? Oui, pour une poétique de l'intime, une poétique des profondeurs, parce que pour faire le lien avec la psychologie des profondeurs. Et en fait, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand on m'a demandé comment je pouvais décrire, enfin justement parler de mon écriture, décrire le style, enfin ou la visée, l'intention, je me suis entendue dire presque malgré moi, bien s'il fallait que je me qualifie, je dirais être poète de l'intime. Et puis une fois que j'ai dit ça, je me dis ah oui, au fait, mais l'intime, qu'est-ce que l'intime ? Et puis ce n'est pas, je sais pas si je peux commencer à en parler. Oui, j'allais dire peut-être. On peut au moins poser la question maintenant et sans donner forcément de réponse tout de suite, mais on entend bien aussi dans ce que tu dis que finalement la question de l'intime pose deux problèmes. Le premier, c'est celui du champ très large de l'autobiographie ou de l'autofiction. Ce sont deux choses différentes, mais il faudra peut-être aujourd'hui, puisqu'on cherche à avancer dans cette réflexion sur l'écriture de l'intime, mais qu'on aborde cette question. Qu'est-ce qui différencie un poète, la poésie, de l'autofiction, par exemple, dont on a beaucoup parlé depuis 15 ans en France, et de l'autobiographie. Et puis le deuxième aspect, dont on parlera sans doute en fin de séance, c'est la question de cette écriture des profondeurs, c'est-à-dire la part de l'inconscient, dont on sait qu'en poésie, il est la voie royale de l'écriture poétique depuis Rimbaud, au moins, avec ce dérèglement volontaire de tous les sens. Mais voilà, prenez Rimbaud, vous prenez bien sûr Antonin Artaud, et puis tant d'autres, Henri Michaud, qui va jusqu'à explorer les espaces du dedans en utilisant sous contrôle médical une drogue que l'on appelle la mescaline, de manière à entrer dans le labyrinthe du psychisme humain. Je parle sous ton contrôle, mais en ayant en main le fil d'Ariane de la poésie, dont on sait qu'il est fragile et peut se rompre à tout moment. Voilà. Alors je crois que là, il y a deux choses intéressantes et tu nous diras peut-être tout à l'heure comment tu te situes par rapport à ces deux questions. Voilà. Venons-en alors peut-être au deuxième recueil. Je constate aussi que 4 titres et finalement il y a un mot qui revient dans 2 des 4 titres. Tout petit mot, celui qui semble ne servir à rien, si. Comme si dormir, mélancolia, si. Voilà. Alors, comme si dormir est né d'une expérience personnelle dont tu te serais bien passé et que tu ne peux pas ne pas évoquer pour faire comprendre au lecteur de quoi il s'agit dans ce recueil. Oui, comment en fait, c'est un livre qui évoque la mort de ma mère, donc dans un certain style dont on parlera tout à l'heure, et qui est né, enfin, dont l'idée est née comme
une nécessité, et presque un défi, une tentative de résoudre une énigme qui est venue par le fait que ma mère est décédée un dimanche soir, mais on ne l'a retrouvée que le lundi matin, mes deux sœurs et moi-même. On l'a retrouvée couchée, tombée dans le couloir qui la menait très vraisemblablement de la salle, du salon à sa chambre. Et puis et on a pu déduire qu'elle était en fait tombée la veille au soir. Et puis, comme c'était c'était brutal, donc elle est décédée d'un infarctus, d'un arrêt cardiaque. Comme quand il y a un choc, on se demande pourquoi, comment cela s'est-il passé, pourquoi ce jour-là et pourquoi à ce moment-là. Et on essaye en quelque sorte de mener l'enquête parce qu'on veut maîtriser l'impact du choc. Et puis une de mes sœurs se dit mais alors qu'a-t-elle fait la veille, à quel moment? Alors on a compris qu'en fait qu'elle était morte parce que la télé était éteinte, le lit n'était pas défait. Et la table du petit déjeuner était déjà prête. Elle avait 75 ans, elle avait ses petites habitudes. Et alors, avant d'aller se coucher, elle préparait toujours la table pour le lendemain. Et à ces quelques éléments, parce que la télé était éteinte, parce que le lit n'était pas encore défait et que la table du petit déjeuner était prête, on s'est dit donc, c'est en allant se coucher après avoir regardé un téléfilm qu'elle regardait tous les dimanches soirs. C'était aussi une habitude qu'elle avait. Elle vivait seule. Et à ce moment-là, donc, vous allez faire une découverte. Oui, c'est ça. Et donc, bouleverser profondément. Ah oui, absolument, parce que oui, tout à fait. Ma sœur me dit, tu te rends compte, le nom de l'épisode qu'elle a regardé ce soir-là, c'était un téléfilm policier. Je crois que c'était l'inspecteur Lewis, pour tout dire. Le titre, c'était La mort est un poème. Et alors là, je reste, je dis c'est pas possible, je vérifie parce que effectivement la mort est un poème. Alors ça m'a fait l'effet d'une sorte un choc bien sûr affectif, émotionnel, une sorte d'énigme qui s'est déposée en moi et qui a déclenché l'urgence pour moi d'écrire et d'essayer de résoudre l'énigme je n'ai pas épuisé d'ailleurs je n'ai pas de réponse absolue, je n'ai pas épuisé le sujet, mais je me suis mis en quête et en chemin et j'ai voulu noter tout ce qui et alors j'ai pris ça sans référence, je veux dire trop mystique, mais je me suis dit c'est un message qu'elle me laisse, quel plus bel héritage pouvais-je espérer. Elle me laisse un message, et c'est comme si elle me disait ma fille, je suis morte ce soir-là, j'ai regardé ce film-là, il portait ce titre, toi poète, réfléchis bien, fais-en quelque chose. La mort est un poème, voilà. Alors effectivement, ça m'a habité énormément. Et alors d'un côté, bien sûr, il y a l'enfant, la fille, qui perd sa mère. De l'autre, le psy averti, qui sait que le travail de deuil est à venir et que l'on traverse telle et telle étape. Et cependant, je me suis laissée écrire, tout ce qui en passait par moi, que ce soit des impressions, une idée, une émotion. J'ai noté tous mes rêves, où elle apparaissait bien sûr, qu'elle traversait. Il se passait plein de choses dans les rêves. Et puis je lui et c'est au fond un poème comme un chant. De filiation que je lui dédicace bien sûr et qui a été pour moi
Un choc au sens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais partie pour une sorte de dépouillement dans mon style, un style presque éthéré, j'allais presque dire loin du corps. Peut-être même loin de l'émotion, intellectualisant, alors un peu gêné peut-être d'être psychanalyste d'un côté, puis poète. Alors, peut-on être poète si on est psychanalyste? Ça a été un conflit, un peu voilà, que s'est aussi déposé en moi. Et puis la mort et réconcilier, m'a fait revenir au corps en raison, probablement de la douleur, et j'ai accentué quelque chose qui était déjà, je dirais, dans Unité 14, du côté de la forme heurtée, presque syncopée. Comme si je voulais absolument que la forme rende compte des états, et de l'esprit et du corps, faire que la forme soit. Alors, oui et non, parce que quand on feuillette le livre, on se rend compte qu'il y a une belle continuité formelle, ce qui n'était pas le cas dans Unité 14. Il y avait des poèmes courts, il y avait des poèmes longs, il y avait des poèmes inachevés. Oui. Il y avait parfois des blancs avec même un crochet ouvert ou un trait, un tiret et puis un blanc. Là, on a affaire à peu près 70 poèmes qui sont tous des dizains, des poèmes de divers. Donc c'est une forme, au contraire, très normée. Oui. Mais à l'intérieur de cette forme, à l'intérieur, il y a un éclatement du langage, il y a un travail de la langue dont on va reparler, puis que l'on va bien entendu faire entendre. Donc, je peux peut-être lire un extrait. Oui, absolument. Bon. Je vais commencer par le début. En allant se coucher, belle mort, beau visage, n'a pas souffert, on dit bien reposé, comme on dirait, comme si dormir, comme si c'était possiblement comme. Ta mère est morte, ta mère est morte, façon serviette, enfant trop sage, belle tenue, beau pliage. En allant se coucher, belle mort, beau visage, raide comme la justice, tu disais ça, les gens dehors, si pas bonjour. Dans la rue, mais dans la mort. 12 heures après, l'orque chair violacée, peau froide, si à hurler, à frapper le corps, on voudrait à frapper la mort, mais non, c'est la vie, on dit. La mort, c'est la vie. Faudrait savoir des fois. La voix de cet air répétant « Ta mère est morte », feuilles aux pieds de l'arbre pour fendre, et le crâne, et le temps dans le couloir, n'en pouvait plus, tu n'en veux plus, cœur serré de nos pleurs, cœur lâché dans que la raison ne dans le couloir. Ne pas déranger, ne pas mourir sous vos yeux. Dans le lit bleu, non plus, non, père parti, plutôt crevé. La voix de cet air répétant « Ta mère est morte ». Cette seconde-là, pourquoi non la suivante ? Sur une table à la craie blanche, j'écris « Morte mère », passante vivante de la vie passante. En rêve, sur le fond d'un ciel gris, elle se demande, elle la morte, si elle l'est vraiment. Car rien ne prouve qu'elle le soit. On le dit, mais on nous ment tellement. Dans quelle ville ? Dans quelle rue, de quel jour s'est-elle défaite, mon endormie ? S'est-elle dissoute ? Et ton corps qui savait ? Si. Il savait. Comme un animal sait, cachant ses plaies, qui sentait de cette intuition, de ce savoir toujours à l'heure, de cette pudeur. Quand l'esprit ôte son bandeau, chair rougie, retournant à la chair. C'est le ventre qui explose, c'est la gorge, dedans le ventre, c'est la bourre, c'est couteau.
Alors j'ai 5 ans. De la terre jusqu'au ciel, est perdue ta mère, croix de fer je ne mens, est perdue ma mère, s'en est allée bilboquet. Rien ne m'est d'elle qui ne soit moi, qui ne soit elle. Est perdue maman, compte jusqu'à 3. Un marteau écrase 1000 abeilles à mon front, les années, à la vie, pour la vie. J'avais une mère, ne l'est plus. Alors j'ai 5 ans. Petit Jésus, si elle meurt, je te tue. Pourtant j'étais riche, rondeur des bras, rondeur des seins, des hanches, rondeur des joues. J'avais une mère, rond 2 heures de mon enfance, ce qui de l'épaule sur sa peau fraîche, ce qui de l'expression insistant dans mes veines sent de son sang, fier du rouge à ses lèvres, fier de sa beauté yeux verts. Merci Laurence pour ces textes très forts. Hein. Alors, on entend ce travail de la langue. Je disais la dernière fois que la poésie n'est pas un langage, c'est une langue, comme une langue étrangère, partagée, qui peut être commune, mais c'est véritablement une langue. Dans ce texte, comme si dormir, c'est l'histoire d'une disparition et d'une apparition. La disparition d'un être qui était des chairs, et en même temps l'apparition d'un texte. Une perte, mais aussi une résurgence, comme ces rivières qui disparaissent et qui ressurgissent plus loin par des voies souterraines un peu insondables. Est-ce que c'est ainsi que tu le perçois? Et est-ce que l'écriture naît d'une volonté de faire quelque chose de tout ça, ou est-ce simplement un désir que l'on ne peut pas réprimer? Quelle est la part du projet et celle de la nécessité? Oui, c'est une bonne question. Oui. La nécessité sûrement. J'en ai d'autres. Hein. Et alors le projet, pour ce que je puis en savoir, enfin consciemment, j'allais dire, le projet, c'était vraiment de ne pas laisser échapper tout ce qui est de l'ordre, je veux dire malgré la mort, tout ce qui est de l'ordre du vivant, puisque l'on est un vivant qui perd quelqu'un, donc quelqu'un qui est mort, de fixer et presque de retenir. Je veux dire avec toute l'énergie du désespoir, enfin, c'est après coup je me suis rendu compte de retenir l'être voilà, que l'on a perdu. Donc retenir, par exemple, il y a des anecdotes, il y a des choses dans le livre qui renvoient à des réalités que voilà, ta maman a vécues, les paroles, ce qu'elle me disait, des expressions populaires, des expressions, des souvenirs, des évocations, des images, des moments partagés, de jeux, dans la cuisine. Enfin, ça peut du quotidien aussi. Hein. Enfin, voilà, c'est le quotidien d'une fille avec sa mère dans la cuisine quand elle essaye de lui transmettre une recette. Enfin, voilà. C'était on habitait et on a habité longtemps en banlieue parisienne près du bois de Vincennes, donc on allait régulièrement au bois de Vincennes. Alors le bois de Vincennes, c'est un lieu aussi, mythique, quoi, parce qu'on était enfant, on allait sur la piste de Reuilly faire du vélo, j'y ai fait mes premiers pas. Voilà, il y a tous les souvenirs, et ça c'est très vivant. Alors c'était retenir et retrouver pour fixer le langage, ce qui vient au fond, ce que l'on échange assez précocement avec une mère. Je ne dis pas. Il me semble on dit que les mamans, plus que les papas, parlent beaucoup, parleraient plus à leur enfant que le papa et encore plus à leur fille. Et alors qu'avec les garçons, ça passe plus par le jeu, les jeux corporels, on le bouscule, on le fait sauter en l'air, et avec les filles, ça passe par la parole. Alors inscrire quelque chose de la parole, inscrire dans le marbre, enfin. Donc, sauver cette parole. Sauver cette parole, oui. En l'état intact, enfin, comme je dirais. Mais sans
Comme si elle autant, me parlait encore dans ce... Voilà. Ouais. Mais sans renoncer à ton imaginaire, hein, parce que on voit bien, on entend, moi j'ai lu évidemment ce livre plusieurs fois, à chaque fois j'ai été frappé par la tonalité parfois médiévale. Il y a une écriture qui me rappelait certains textes du Moyen-Âge, et puis des thématiques aussi qui reviennent. Parfois on est à la lisière des contes. Alors quand tu as parlé de la forêt de Vincennes, et j'ai pensé le château, je me suis dit, mais comment la petite fille de 5 ans, 6 ans, percevait-elle ces forêts, cette forêt, ce bois de Vincennes, et puis ce château, etc. Est-ce que je me trompe C'était un pays voilà. vers lequel on avait... Le pays de l'enfance. Oui, le pays de l'enfance, oui, des jeux, de la découverte, de la liberté, de l'espace. Parce que j'habitais dans une sorte de cité, HLM, et alors très modeste, et au bord de l'autoroute, donc à Charenton, dans le Val-de-Marne, et au bord de l'autoroute A4 qui part vers le sud, vers le soleil. Mais et alors le bois de Vincennes représentait cette possibilité, cette échappée, cette liberté, quoi. Oui. Mais alors, donc au fond, ce sont deux intimités qui se croisent, parce que il y a l'intimité de ta mère, ces fragments ces bribes de langage que tu retiens dans la nasse de l'écriture, hein, que tu veux sauver d'une dilution ou d'une disparition. Et puis en même temps, il y a ton imaginaire, tes souvenirs d'enfant qui se mêlent. Hein, Oui, parce que les souvenirs, alors qu'est-ce qu'un souvenir, hein, c'est sûrement en partie issu d'une réalité et puis d'une reconstruction. On se souvient, et puis on se rend compte que mes sœurs n'auraient pas forcément les mêmes souvenirs que moi, bizarrement. Alors c'est curieux parce qu'on se fixe sur certains souvenirs et pas sur d'autres. Pourquoi ? Alors, et même on fabule autour d'une réalité. Oui, alors bien sûr... la part de l'imaginaire a une grande place. Oui. Est-ce quand on est écrivain, même quand on ne l'est pas, est-ce que le passé, on le retrouve ou est-ce qu'on l'invente ? Bien. Le passé, est-ce qu'on le retrouve, est-ce qu'on l'invente ? Alors si est-ce qu'on peut faire autrement que recréer le passé ? Oui, je crois que certains courants philosophiques ne croient pas du tout au passé, ne croient qu'au présent. Il n'y a que d'existence que du présent. Le passé, on le retrouve, on le reconstruit, on le réinvente. Oui, la mémoire invente. La mémoire réinvente. Ça ne veut pas dire qu'elle modifie, d'ailleurs. Non, et ce n'est pas dire non plus qu'elle falsifie. Non, pas du tout. Mais elle compense. Elle crée. La mémoire crée, fait advenir quelque chose. Elle compense quelque chose que l'on a vécu enfant, qui est incompréhensible pour un enfant, ou qui va être vécu d'une certaine façon. Et bien plus tard, on va retrouver, par le biais des images, des odeurs, donc des sensations, on reconstruit une histoire, un roman. Oui, alors j'en viens à une question que j'avais envie de te poser. Si la mort est un poème, qu'est-ce que la vie ? Est-ce que la vie est un récit ? Est-ce que la vie serait du côté du roman et je ne veux pas dire la mort du côté du poème, mais la mort serait... On aurait besoin de métaphores pour appréhender cette réalité insaisissable qu'est la mort. Et on a besoin de la narration, c'est-à-dire d'épisodes pour raconter la vie. De langage, oui. Du langage. Oui, du langage. Voilà. Oui, j'ai été frappée par le fait que, j'ai pu dire vraiment que la disparition de ma mère, ça a été une expérience à nul autre pareille. C'est qu'on a beau être un tant soit peu préparé, je crois qu'on ne l'est jamais en fait, mais ou intellectuellement parce qu'on connaît le processus, comme je l'ai dit, le travail de deuil, on est prévenu, on l'accueille dans la parole de patient, qui traverse ce genre d'épreuve, que ce soit l'absence, la perte ou la mort, et la maladie, on accueille quelque chose de cet ordre-là, et puis et on peut toujours leur en dire quelque chose, les accompagner,
peut-être les aidant à anticiper certaines étapes, et puis et cependant ce n'est comparable en rien à l'expérience, enfin à l'éprouvé de la perte. Et alors je me suis mise en colère. J'étais en colère contre moi, mais j'étais en colère contre vraiment une colère contre la théorie. Je me suis dit, on nous ment, enfin tout ce qu'on nous dit sur le deuil et qu'il se fait en un an, avec le déni, la colère, la dépression, l'acceptation, et tous ces grands tout ça, c'est bien décrit, et ce n'est pas faux, mais c'est une classification, et je crois qu'on ne peut pas classer, alors comme l'intime ne peut pas se classer ni s'évaluer. Donc c'est aussi partie d'une colère. Je me souviens d'un collègue une fois qui me dit, j'avais perdu ma mère depuis 4 mois, et puis il me dit comment ça va. Je dis comme ci, comme ça, enfin voilà, ça va un petit peu moins bien. Bon. Et il me dit, c'est encore ta mère. Et alors il y avait dans le encore, enfin, alors j'y ai mis toute ma colère là, vraiment tout y est passé. Enfin, je me suis dit comment ça encore, parce que quoi, il faudrait faire un deuil express alors. Bon, et alors on est prévenu, on le sait. Alors on est censé être plus armé pour affronter ce genre d'épreuve. Voilà, une colère, et je dis finalement donc la mort, c'est vraiment de l'ordre de l'intime. C'est une expérience intime qui d'ailleurs n'est plus tellement visible. Enfin, je veux dire, il y a bien eu un temps où la mort, enfin, était marquée par, une sorte, enfin, je crois, j'étais même pas née, pardon, mais enfin, par une sorte de brassard noir. Il y avait une reconnaissance. Enfin, c'était les gens en deuil étaient visibles. On le savait, il y avait un respect, il y avait voilà. Et maintenant tout va tellement si vite. Que l'on vit la perte comme presque une honte. Il ne faut pas trop en parler, il faut se remettre rapidement, on est censé savoir et puis dépasser les choses. Voilà, bon, c'est tout ça qui... j'y ai mis toute mon énergie, toute ma colère et mon émotion, quoi, pour dire que non. Alors, je crois que le poète dit non. Non, je ne me laisserai pas faire par tout ce que l'on peut entendre, qui est communément partagé. Alors du style, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, bon, la mort c'est la vie. Hein. Alors quand on s'arrête sur cette phrase inouïe, la mort c'est la vie. Et on se heurte à quelque chose qui se partage, enfin, et dans le langage, mais qui heurte vraiment quelque chose de l'ordre de l'intime et dans lequel on ne peut pas se retrouver. Alors à la fois, c'est repasser par soi, son intime, pour en dire quelque chose, et puis quand même le transmettre, enfin le retransmettre. Enfin, l'intime est quand même, de mon point de vue, partageable. Contrairement à l'intimité. Alors, justement, à propos de cet intime partageable, la question qui se pose pour la transmission d'un texte est celle de la lecture. Moi, je suis frappé de voir que ta lecture sonne juste, comme je n'arrivais jamais à me faire entendre moi-même le texte dans toutes ces lectures préparatoires, et encore maintenant. Par exemple, pour ma part, je n'en ai jamais lu une seule ligne à voix haute en public, et je me demandais si j'étais capable de le faire. Alors, j'avais envie de te proposer un exercice un tout petit peu ludique. Je pourrais faire une lecture aussi désinvestie que possible, aussi blanche, aussi neutre que possible, d'un poème, n'importe lequel. Je fais juste entendre les mots, et toi tu fais entendre le chant. C'est-à-dire tu fais entendre ta voix dans le texte. Dans un après... Oui, tout de suite après. Tout de suite après, comme une traduction simultanée. Ça, évidemment, c'est pas préparé. Hein. Et je choisis un passage, parce que il faut vous dire que ce texte est écrit, donc ce sont des dizains, donc tous les poèmes ont 10 vers, mais des vers de longueur très différentes. Certains sont très courts, d'autres longs. Ils tiennent tous simplement dans l'espace de la page. Il n'y a pas de ponctuation. Et parfois, il y a quelques poèmes où les mots sont collés les uns aux autres, où il y a des passages de discours direct, mais sans aucun signe de ponctuation.
Et l'absence de ponctuation, parfois, fait que tel mot, eh bien, moi j'hésite. Je ne sais pas s'il faut le regrouper, le faire passer dans le groupe qui précède ou dans celui qui suit. Vous voyez ? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a... C'est comme une partition, en oui, fait, voilà, il y a qui demande une interprétation. Un rythme, oui. Et on a imaginé que ce texte pouvait être porté sur scène par toi ou par des comédiens, et même de façon polyphonique. Je crois que c'est un texte qui est fait pour être... il faut lui donner la voix. Voilà. Mais comme souvent la poésie. Alors on peut essayer, peut-être que ça ne fera rien apparaître d'intéressant, mais essayons. Tu as choisi un passage ? Celui que tu veux. C'est dur. Tiens, page 62. D'accord. Donc moi je fais une lecture totalement... Enfin j'essaie de faire blanche. Une lecture neutre, blanche. Hein. Alors comme ça on part. Autant notre banlieue depuis 40 ans, c'est pas la mort que tu disais, hors de Paris. Bien sûr la 4, bien sûr le bruit, mais elle court. Bord de la Seine sans vis-à-vis. Reste que notre HLM quand on est pauvre. On vit moins tard, on fait plus vieux. Qu'en plus la cigarette est une nuit pour la santé. Sur les paquets, c'est pas la mort que tu riais. Mourir de ça ou mourir d'autre chose à ton refrain. Alors comme ça on part. Autant notre banlieue depuis 40 ans, c'est pas la mort que tu disais, hors de Paris. Bien sûr la 4, bien sûr le bruit, mais elle court, bord de la Seine sans vis-à-vis. Reste que notre HLM, quand on est pauvre, on vit moins tard, on fait plus vieux. Qu'en plus la cigarette est une nuit pour la santé. Sur les paquets, c'est pas la mort que tu riais. Mourir de ça ou mourir d'autre chose, ah ton refrain. C'est pas la mort d'un chien, éteindre la lumière en sortant, et puis la douche pas si longtemps, rapport à votre père que son salaire, le seul qui soit en la matière, c'est pas la mort d'aider sa mère, n'empêche qu'un jour la mort, c'est bien la mort et pas la mort de celle qu'on dit, c'est pas la mort, c'est pas la vie, tu crieras plus. C'est pas la mort d'un chien, éteindre la lumière en sortant, et puis la douche pas si longtemps, rapport à votre père que son salaire, le seul qui soit en la matière, c'est pas la mort d'aider sa mère. N'empêche qu'un jour la mort, c'est bien la mort et pas la mort de celle qu'on dit, c'est pas la mort, c'est pas la vie. Tu crieras plus. L'enfouissement de ton visage me fait chienne, me fait rage, te déterrer et pourquoi pas te collectionner, te collectionner, te répertorier, te classer, te multiplier, te faire, pousser, te recycler, puisque le verre, puisque le cuivre et le papier te conserver, même si las, les traces de toi, je sais, tout passe. 2 ans tu te donnais, pas pour guérir, mais pour l'enfouissement de ton visage me fait. L'enfouissement de ton visage me fait chienne, me fait rage. Te déterrer, et pourquoi pas te collectionner, te répertorier, te classer, te multiplier, te faire pousser, te recycler, puisque le verre, puisque le cuivre et le papier te conserver, même si las, les traces de toi, je sais, tout passe. 2 ans tu te donnais, pas pour guérir, mais pour l'enfouissement de ton visage me fait. Pour un dernier texte, la page suivante. Si ce n'était le printemps, sa joie s'étreigne, une saison meurt, mais c'est pas une saison qu'elle meurt, c'est une saison dans un regard. Sur l'étagère, près de ta lampe berger, il y a des souvenirs, je compte les moutons, mais ce n'est pas un mouton qu'il meurt, c'est une prairie dans un regard. De toi, ma mère, c'est toute une vie, t'aurais dit ça. Si ce n'était le printemps, sa joie s'étreigne, une saison meurt, mais c'est une saison, mais c'est pas une saison qu'elle meurt, c'est une saison dans un regard. Sur l'étagère, près de ta lampe berger, il y a des souvenirs, je compte les moutons, mais ce n'est pas un mouton qu'il meurt, c'est une prairie dans un regard.
de toi, ma mère. C'est toute une vie, t'aurais dit ça. Merci. Je crois que c'est intéressant. Léo Ferré aurait dit que voilà, la poésie a besoin de la voix comme le violon a besoin de l'archet, et là on s'en rend bien compte. Voilà. Est-ce que on peut partir sur une réflexion sur ce qu'est l'intime, parce que je sais que tu as, mon Dieu, elle a travaillé. Oui, non mais... Elle a beaucoup travaillé avant d'arriver, donc elle a quantité de pages de réflexion dont on a un peu parlé en venant ce matin dans le train sur ce qu'est au fond l'intime. Tu m'as dit ton invitation à venir ici m'a fait réfléchir à des tas de choses. Alors est-ce qu'on peut peut-être partir sur sur ce chemin de la réflexion? Oui, je vous ferai grâce de toutes les réflexions. Enfin, j'ai été amenée, à réfléchir sur l'intime. Alors l'intime, parce que je trouve que l'intime n'est pas un concept psychanalytique et que l'on ne parle pas assez de l'intime en psychanalyse. Et on parle plus facilement de l'inconscient. Donc cette part qui est cachée, inaccessible, mais que l'on ne nomme pas l'intime parce qu'il serait le réservoir d'un tas de fantasmes et de choses refoulées. Et alors ce mot, parce que je le trouve joli, intime, je trouve ça très joli. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce que l'intime? Donc je pense que tu as dû en parler. Bon, c'est un terme qui vient de intimus, donc ce qu'il y a de plus intérieur. Et de plus profond et qui pour moi est d'autant plus partageable paradoxalement. Je ne sais pas si j'irai au bout du paradoxe, mais il me semble que il y a dans l'intime quelque chose de vraiment partageable. Alors cela suppose une certaine densité et je lui trouverais comme synonyme vérité, profondeur, quelque chose qui est plus de l'ordre de l'essentiel, proche de l'émotion, de la conscience aussi. Bien que ce soit contesté, ce plus de conscience qu'apporterait l'intime, est contesté par certains philosophes. Je n'entrerai pas dans les détails, c'est pas mon champ, mais voilà. Et moi, je crois qu'au contraire, c'est un peu plus c'est atteindre un niveau de conscience plus grand. Bon. Mais l'inconscient isole le corps. L'inconscient relève du psychisme, mais pas du corps. Il n'y a pas vraiment. Alors que l'intime, c'est l'intime du corps, de l'esprit, de l'âme, non? Oui, il y a un intime du corps, il y a un intime des émotions, des affects. Ce qu'il y a de plus intérieur et de plus profond. Alors, bien sûr, comment faire sans le corps? Enfin, je crois que ça. Mais c'est-à-dire, l'intime ne nous divise pas. Il ne nous segmente pas, il ne nous dissocie pas en deux entités, le corps et l'esprit, par exemple. Et il nous tient ensemble. Voilà, et il ne nous sépare pas de l'extérieur. Ça, c'est important parce qu'on peut effectivement penser que l'intime, c'est quelque chose qui est vraiment caché, personnel, privé, qui ne se communique pas et qui doit rester caché, secret. Et puis, au fil des lectures, je me suis rendu compte que ce n'était pas la définition qui en était donnée. En plus, la notion d'intime évolue avec le temps et la définition n'est pas la même selon les époques. L'intime, le terme, le concept d'intime évolue aussi avec la société. Et donc, l'intime, c'est ce qui vient de l'extérieur et qui en passe par soi. C'est un lieu, en fait, d'échange. De ce que l'on fait à l'intérieur de soi, de ce qui nous vient de l'extérieur. Alors, et bien sûr, ce qui nous vient de l'extérieur est tel qu'il est, et puis, selon sa sensibilité, on en fait quelque chose à l'intérieur. Bon, et c'est une occasion d'échange, alors d'un dialogue. C'est pour ça que je pense qu'il suppose la parole, d'un dialogue entre soi et soi, enfin entre soi et le monde en soi. Et ce n'est pas du tout, à ce point le retrait, l'autarcie, et sûrement pas le narcissisme.
parce on parle d'écriture. Alors, voilà, justement, peut-être on peut s'arrêter un instant sur cette question, parce que on pourrait penser a priori, comme cela, en voyant les choses d'un peu loin, que cette écriture de l'intime, c'est justement le narcissisme, c'est parler de soi aux autres. Alors, est-ce que c'est ça ? Non. Oui, non, justement. Narcisse est face à son miroir. Voilà. Et il en meurt, enfin. Il en meurt, épuisé de lui-même, peu à peu atrophié. Oui, parce que voilà, il n'y a pas d'échange. Oui. Le narcissisme prendrait sa source à l'extérieur, mais le garderait pour soi en soi, sans retour, sans feedback, sans nourrir l'autre en retour, et se contemplerait effectivement une espèce d'admiration comme ça et d'affirmation d'une puissance. L'intime, c'est Saint Augustin le définissait comme ce qu'il y a de plus vraiment de plus profond, et lui le ramenait à Dieu, enfin tellement plus profond que moi, plus dans les plus grandes profondeurs que ce que j'ai de plus profond encore, et le ramenait à Dieu. Bon, c'est un peu comme si le cosmos était en nous. L'univers était en nous. L'univers, voilà. Le monde, voilà. Alors quand le je n'est pas un je, c'est pas du côté du narcissisme. Quand on dit je, et quand on parle de sa mère, de ma mère, quand je dis ce que j'en ressens, etc. C'est le je, c'est le moi universel qui est partageable. Enfin, tout le monde a une mère, tout le monde peut se reconnaître dans l'expérience d'une douleur, d'un parcours, de souvenirs. Et on reproche, je pense, aux écrivains, je ne sais pas si c'est d'époque, mais aujourd'hui, d'être dans un peu la contemplation, enfin, ou l'exposition de leur vie comme ça, mais narcissique. Enfin, on entend toujours ce terme. Oui, mais c'est narcissique. Et ça aurait perdu l'intime, serait mis à mal en quelque sorte, parce que s'il y a confusion entre soi, enfin, et ce que l'on fait, je pense, oui, c'est une confusion. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'intime, il est tellement profond qu'il ne m'appartient plus. Il me réconcilie, il me reconnecte avec l'humanité, mon humanité, le monde en moi, et je peux en rendre quelque chose sous une certaine forme. Alors peut-être que dans la forme, on loge une part plus grande de soi, mais pas dans ce qui est dit, pas ce qui est dit qui pourrait être qualifié d'intime. Mais au fond, l'intime n'est pas la part la plus reculée et la plus réduite de nous-mêmes. Ce n'est pas l'angle inaccessible qui est au fond de nous, inaccessible aux autres et peut-être à nous-mêmes. C'est au contraire comme une espèce de trou noir qui est en nous, presque au sens où les astrophysiciens l'entendent. Yves Bonnefoy, lui, oui, l'astrophysicien, voilà, bien sûr, Yves Bonnefoy parle d'une présence que l'on retrouve en soi. Il appelle la grande présence. Non, ce n'est pas Dieu. Non, pour lui, ce n'est pas Dieu. Non, c'est profond, c'est intérieur, c'est profondément en lien avec le monde, profondément en soi, en lien avec le monde. Et pour autant, il ne retombe pas sur l'idée de Dieu il pense que l'homme se suffit à lui-même. Enfin bon, c'est un parti pris. Et alors, je crois que quand Bonnefoy parle il a de très jolies formules pour parler de l'intime. Il parle du vrai lieu, de la vraie patrie, du pays d'essence plus haute, de la réelle présence. Là où Montaigne lui-même déjà parlait d'arrière-boutique. Donc c'est bien quelque chose qui est en arrière, au plus profond, et puis qui, cependant, si profond, est-ce que cela nous appartient encore ? Est-ce qu'on n'a pas le devoir... C'est peut-être là qu'intervient la question de l'écriture. Garder pour soi, oui. Si c'est intime, si profond qu'il ne nous appartient peut-être plus totalement, ou que nous ne pouvons pas en être pleinement maître et possesseur, alors que
pouvons-nous faire d'autre que le communiquer, tenter de lui donner une forme et un sens, et faire en sorte qu'il devienne un espace d'émotions partagées, échangées, reconnaître cette part qui ne nous appartient pas totalement en nous, c'est admettre qu'autrui possède la même. Donc je pense, moi j'entends la phrase de Rimbaud, je est un autre, très clairement, mais dans un autre sens, presque de manière littérale, c'est-à-dire je est un autre, c'est reconnaître que je puisse être moi-même autre, mais qu'également l'autre est un je, de sorte qu'il n'y a évidemment pas de place pour la xénophobie. Alors oui, lui, je ne sais pas dans quel sens il entendait exactement Il parle de l'écriture elle-même, c'est ça, c'est une sorte de dédoublement aussi, bien sûr, dans l'acte d'écrire. Mais je pense qu'on peut l'entendre, autrement. Oui. On ne se perçoit comme étant soi que parce qu'il y a un jour un regard qui s'est porté sur nous. Voilà. Mais la poésie ou l'écriture, disons de façon plus générale, la littérature, me semble être la meilleure manière de se penser soi-même comme un autre. Et faisant partie d'un... Et c'est ce que tu fais dans tes livres. Oui. C'est ce que tu fais dans Unité 14, où tu parviens à entrer dans la cellule de Camille Claudel, à nous faire ressentir de l'intérieur des émotions, la folie, l'angoisse, parfois une exaltation, enfermement et ouverture, etc. C'est ce que tu fais, alors plus encore dans Comme si dormir, où c'est le contraire du narcissisme. C'est-à-dire Narcisse, on l'a dit, est face à son miroir, enfermé dans une image de lui-même renvoyée à l'infini. Et il faut remplacer le miroir par une fenêtre, une vitre. Et vous n'obtenez plus Narcisse, vous obtenez Orphée. C'est-à-dire celui qui va être capable de voir de l'autre côté et qui va, par la parole, être capable d'aller chercher, en l'occurrence pour Orphée, au royaume des morts, celle qu'il a perdue pour tenter de la ramener à la vie. Je crois qu'il y a quelque chose de profondément lié au mythe d'Orphée dans ce que tu fais, aussi bien avec Unité 14 que dans Comme si dormir. Alors c'est aussi contre l'oubli, parce que je parlais pour Unité 14 de ce devoir de mémoire que l'on devrait avoir aussi pour nos fous, parce que je me dis, Camille Claudel, quelle histoire, et qui va s'excuser ? Voilà. Et contre l'oubli, parce que je savais aussi par expérience, mais plutôt par intuition, que tout ce que j'allais ressentir disparaîtrait avec le temps. Les rêves, on les fait, on s'en souvient parfois, et puis en tout cas on les oublie. Tout ce qui se passe dans la douleur, au moment de la perte et tout au long de ce qu'on appelle, j'aime pas trop le terme, un travail, c'est pas beau, travail de deuil, 2 ans, 3 ans, 10 ans après, on n'y est plus, on a oublié, on enfouit et on perd complètement, on a perdu et c'est heureux. Sinon on s'engage dans un deuil pathologique à vie où il n'y a pas de deuil, quoi. Et donc c'était vraiment pour ne pas oublier ce qui se passe quand ça se passe, ce qui est ressenti quand on le ressent, garder la douleur vivante, non pas pour la douleur, mais parce qu'elle est du côté du vivant, et que la douleur, pour moi, je le dis, est une présence. C'est une forme de présence. C'est l'autre perdu, encore présent dans ce que l'on ressent par rapport à son absence. Et je voulais fixer, absolument. C'était ce que tu évoques me fait penser à une anecdote que je vais vous raconter. Je n'y avais pas pensé, mais j'anime des ateliers d'écriture en banlieue, et en ce moment, 2 classes me font venir sur le thème du rêve. I have a dream, la phrase de Martin Luther King. Et
les enseignants m'ont demandé, au fond, de travailler avec les enfants, des enfants en assez grande difficulté, sur quel rêve pour soi, quel rêve pour l'autre. Et dans un groupe, je suis avec des enfants qui ont perdu la vue. Donc je fais un travail particulier avec eux. On va traduire en braille les textes qu'ils écrivent. Et puis dans l'autre, ce sont des enfants en grande difficulté, des élèves qui sont en SECPA ou dans des classes d'enseignement spécialisé, des élèves de 6e. Et puis la semaine dernière, je travaillais sur ce thème de l'attrape-rêve. Je leur fais réaliser des attrape-rêves, des poèmes attrape-rêves, comme ces mobiles amérindiens qui protègent le dormeur. Donc on réalise le mobile avec des mots qui sont leurs mots. Et puis il y a un garçon qui n'a pas du tout voulu suivre la consigne, pas du tout, et qui a écrit sur sa feuille le poème suivant. Je trouve assez très très fort. Il a écrit, puis alors il était dans un refus total et dans une colère, probablement envers moi aussi. Il a écrit « Je veux brûler l'école ». Non, je veux casser... Non, je ne veux plus l'école, je veux brûler les livres. Et puis il termine par cette phrase « Je veux casser les bosses ». Ouais, il a fini par ça, « Je veux casser les bosses ». Et je me suis dit en sortant... casser les bosses, hein, voilà. Ah oui, et je me suis dit, les bosses, voilà, les dodanes, je veux les casser. Oui. Je me suis dit, vouloir brûler les livres, ne plus vouloir aller à l'école, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est ordinaire. On entend ça tous les jours, je suppose, quand on est enseignant. Mais entendre dire un enfant quasi privé de parole, avec cette violence intérieure, et puis une écriture pas du tout maîtrisée, qu'il voulait casser les bosses. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'y pense tout à coup, là, parce que tu dis que le temps aplanit les choses. Le temps aplanit les choses et que, justement, cet enfant qui n'a pas la possibilité d'écrire ne peut pas arriver à dire ce que sont ces bosses qu'il a peut-être dans la tête ou sur la tête et qui lui font si mal, et qu'il ne compte que sur le temps qui va passer pour les aplanir, mais ce temps passe trop lentement pour lui. Je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Alors, l'écriture, justement, consiste à ne pas vouloir les casser, mais au contraire, entrer dans la bosse, non ? Il y a plein de bosses. Oui, il y a plein de bosses. dans le recueil, oui, c'est ça. Et le temps, le temps, et c'est heureux. Le temps pense, la P-A-N-S-E, oui, pense, les plaies et la douleur, et c'est contre. C'est contre cet oubli, mais nécessaire. Mais je pense que peut-être que la fonction du poème et du poète, c'est de être du côté de saisir l'instant. Enfin, ce qui est une gageure, parce que c'est très difficile la mort elle-même, on n'y est jamais. Enfin, c'est-à-dire qu'on est toujours, on n'en voudrait pas, on ne peut pas l'anticiper, on arrive trop tard, on se dit mais si et si et si. Donc là, c'est saisir pour fixer et retenir un faisceau qui vient de la douleur, mais qui ne s'arrête pas à la douleur et qui bien sûr. Et puis c'était presque quand je le lis, je pense que ce qui fait que je trouve le rythme, enfin qu'il y a un rythme, c'est que finalement je crois que c'est ma mère qui parle. C'est le rythme qu'elle a laissé en moi, dans mon corps. Je me suis réconciliée avec une écriture plus proche du corps, grâce enfin à l'expérience, à cause de l'expérience de la mort. Et quand je le lis, parce que c'est moi qui m'adresse à ma mère, et ma mère qui s'adresse encore à moi, parce que son rythme, son chant, ses paroles sont fixées. Enfin voilà, c'est quelque chose
Alors, la prochaine fois, dans 15 jours, je parlerai de la voix, justement, du thème de la voix dans la poésie. Avant de peut-être d'entendre à nouveau une série de poèmes, peut-être sur la fin du recueil, je voudrais justement vous lire le début du livre de Dominique Sampiero. Je crois qu'il n'avait pas lu ce passage, mais alors ça rejoint complètement ce que tu viens de dire. Il dit ceci: on ne sait rien dire de la mort. On en parle à voix basse. Le moins possible, on y pense en secret. C'est toujours la mort des autres. On la tient à distance. Et c'est le monde qu'on éloigne ainsi sans le savoir. Tous les vivants restent des étrangers, des ombres qu'on serre dans ses bras pour leur faire des promesses, leur jurant qu'on est là pour toujours. Puis on s'habitue à leur présence, à leur amour, comme si vieillir consistait à se détacher. Rendre tout plus lisse, plus neutre, plus raisonnable. On laisse la vie s'éteindre à petit feu, par peur de tout perdre, justement. Voilà. J'aime assez l'idée que des livres soient un peu apparentés. Vous ne vous connaissez pas, mais j'aime bien cette idée. Je crois l'avoir déjà dit qu'un livre qui paraît puisse avoir la main posée sur un autre livre, sur l'épaule d'un autre livre. Voilà. Alors peut-être peut-on, pour terminer, avant d'avoir un temps d'échange avec vous, entendre oui, ce passage. C'est-à-dire que ton rire rit en moi, que ton sourire sourit en moi, que ta voix est ma voix. Cette manière d'apothéose, ce mal, je m'y pique. D'un seul mot, cette démarche, être ce sablier, cette fissure, je m'y glisse. C'est-à-dire que tu es ce par quoi du sel sur la plaie, du désordre, de la vitesse, sur les éléments épars de ma nature particulière, de l'affolement. C'est-à-dire que ton rire rit en moi, que tes pleurs pleurent en moi, qu'il a plu d'un ciel sans nuage des lambeaux insoupçonnés, que ton pas au rythme de mes pas sur cette neige, autant au décor et l'époque et son âge, les pleins et les creux courant sur ton visage, l'oiseau noir mesure matin borgne le dernier de tes soupirs, mais la terre délicate te prolonge de ses encres déliées. C'est-à-dire que ton rire rit en moi, que ta mort mord en moi, qu'il y ait des moments où je voudrais t'imiter, mais à moins de mourir chacune à mon tour, celui-ci n'est pas joué. Déjà ton air roulant sur ma peau d'herbe et de vitre, ton reflet s'y accorderait, si les lunes pleines des légendes, et pour vivre ce que vivent les fantômes quand se taisent les loups. Car ils se tairont sous mes pas de mousse, là où le bruissement des sèves baptise la vie, désirant être plutôt que de n'être pas. Cet arbre, je m'y colle, puis j'avance augmenté du silence végétal, où les solitudes ne sont pas de celles qu'il suffit d'effeuiller. Cette marche, je m'y tiens, non pour les preuves, mais pour les traces. J'avance courant d'air, mais le vent doit m'y pousser. La douleur est ce doux leurre d'une présence qui demeure. J'enfile sa cape tissant zone blanche, la mémoire n'est plus ce souvenir. Tout doit disparaître, qu'ils disaient les marchands et les marchandes des marchés de mon enfance. Mais ma mère encore, je voudrais aller au coiffeur pour que tu me cries, t'en fais exprès. Le mot disparaître devrait disparaître encore, que cela ne changerait pas d'un iota la présence dans l'absence et ce silence qui est le tien. Car la douleur, je ne peux pas mieux dire, la douleur, c'est quelqu'un. Quand Roudoudou fondu, collé dans les cheveux, en plus que les collants troués, rapport aux chutes sur le gravier de la cour de récré, elle disait « c'est quelqu'un ». Quand le buvard plein d'encre fichue, sans compter que la cagoule a rafistolé, c'est pas ma cause qu'elle est perdue. Quand le poteau rose des bonbons grappillés sur la monnaie du pain, t'as pas fait ça.
Quand rendre la pièce, il fallait bien. Rapport au bout de chandelle de l'économie, ainsi la vie et la voiture et son crédit. Quand j'en oublie et des poussières, elle disait, c'est quelqu'un. Donc je dis la douleur de son air, quoi qu'on dise, sinon rien, la douleur c'est quelqu'un. Engoncé de travers dans un manteau trop large, ton impair, tu y tenais, plus lourde que ne l'est une armée piétinant, broyant menu et qui dénonce au galop les impairs de son chant. Que n'ai-je fait? Et plus encore. C'est-à-dire que tes cris crient en moi, que tes rêves rêvent par moi. De la cheminée sortent chauves-souris et chiens puants revenus de la terre ou y entrant. Un papillon d'une seule aile s'ouvre dans le ciel un passage, des cendres part pelletées sur des cadavres sans visage. On a posé sur ta nuque des baisers de soie. De la cheminée sortent larves et nuages. C'est-à-dire que de ne rien dire, tant la colère et tout le tremblement de mes lèvres aussi bien, embrassant à ton front un mur de givre, façon serpent pour faire image, si froid, si patois. Ce n'est pas comme d'un chiffon chaque jour, astiquer ma mère tes meubles en râlant, ce n'est pas comme ce rien qui m'habille, même un stylo, n'est-ce pas ma fille? Des fois tu vis, des fois non, des fois oui. Du même air qu'on dirait que ton petit doigt me l'a dit. Le cœur me pique bout de la langue, façon taille-crayon pour essayer. Bien pendu, c'est bien fait, on dirait que tu dirais. Lors je dis, des fois tu vis, des fois non, des fois oui. Celle de nous deux qui mourra aura une tapette. C'est-à-dire que mes rêves n'en sont pas. Je veux bien que divisé à l'infini tu sois, que ton corps dans le grand tout, sous le grand toit de l'univers, devienne cette âme sans fenêtre pour voir, sans fontaine pour boire. Je veux bien que la première mouche que tu seras contienne toutes les mouches à venir, qu'ainsi la vie, de mort en mort, de pli en pli, qu'ainsi l'esprit. Je veux bien que divisé à l'infini tu sois. Je veux bien que chaque corps, si petite tu seras, ait un monde à lui seul pour se faire une idée. Si ça se trouve que ton karma purifié par les bougies et les photos posées fissa, rapport au nerf bord de la crise, vers l'insondable t'auront guidé. Je veux bien que chaque corps, en ton sein, révélera la vérité vide dans le barda et l'avenir pour toujours ton pays. Et si ma sœur, et si Paris. Mais que puis-je? Aux lames du parquet, à t'épuiser, tu les cirais. Bon sang, si elles grincent contre mes dents comme du métal toutes les nuits. Et ce placard en ma mémoire, l'odeur du linge propre, fenêtre ouverte. Le mois de mai est bien joli qui t'a vu naître avant la guerre. Or, ton silence, toi repassant, je le buvais tous les jeudis.